Une question sur les Français, les Françaises au XIXe siècle. La société française, nous avons passé pas mal de temps à examiner les régimes. Nous allons voir maintenant un petit peu comment vivent les gens à cette époque. Donc sous l'angle permanence et mutation, il y a des choses qui restent les mêmes pendant tout le siècle, et puis il y a des changements. Ces changements sont très lents. Nous ne sommes pas au XXIe siècle. Le rythme des choses est très différent au XIXe siècle à ce qu'il est aujourd'hui, mais ces changements, malgré tout, se font durant tout le siècle. Et en 1900, la France a beaucoup changé par rapport à ce qu'elle était au lendemain de la Révolution française. Alors, en termes de permanence, la permanence majeure dans la société française de cette époque, c'est le monde rural. C'est ce que nous appelons la ruralité. Alors pourquoi ? La France se caractérise au XIXe siècle par le poids très important de sa population rurale. Quantité de facteurs qui peuvent expliquer ça, des facteurs géographiques, la France est un grand pays d'agriculture, mais aussi des facteurs historiques et sociaux dans le détail desquels nous n'avons pas le temps de rentrer maintenant. Mais au début du siècle, le monde des campagnes, c'est 75% de la population française de l'époque. À la fin du siècle, à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est encore 60%. Ça a diminué, mais légèrement. Et on rappelle du reste que la Première Guerre mondiale, c'est la dernière guerre de paysans. C'est la dernière guerre pour la défense du terroir que les soldats français ont menée. Alors, ce monde rural, qui est très nombreux, est un monde qui est marqué par le conservatisme. Alors, c'est une idée un peu reçue. Il faut nuancer. La France est très diverse selon ses régions, mais on constate quand même que les campagnes sont marquées par une espèce de goût pour l'ordre. On a vu les campagnes soutenir certains régimes autoritaires comme celui de Napoléon III. Le monde des campagnes est un monde de tradition, de conservatisme, de vieilles habitudes. C'est un monde très modeste aussi au plan du niveau de vie. Et c'est un monde qui écoute encore les curés, qui écoute encore l'Église, même s'il ne faut pas trop exagérer cet aspect des choses. Alors pourquoi ce monde est conservateur ? Parce qu'il est mal relié au reste de la France. Il faudra attendre la révolution des transports pour que les campagnes soient mises en réseau et pour qu'elles entrent en communication les unes avec les autres. Et c'est un monde encore peu instruit et, on le répète, encore assez pauvre. Ce monde, néanmoins, se transforme au cours du XIXe siècle, d'abord par les effets des progrès techniques, de l'industrialisation, de la mécanisation, qui va permettre d'obtenir des rendements plus importants, qui va éloigner d'ailleurs le spectre des crises de subsistance, mais qui aura une conséquence sur la population rurale, c'est l'exode rural. C'est-à-dire qu'on aura besoin de moins de monde dans les campagnes, et ces gens qui quittent la campagne pour aller vers les villes vont former les premiers bataillons de la classe ouvrière. Ce monde se transforme aussi au plan social. Il faut absolument bien noter, à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment de la Troisième République, la pénétration de la légalité républicaine dans les campagnes. Pour les paysans du début du siècle, l'État était un État oppressif qui se limitait à percevoir des taxes et des impôts. L'État devient celui qui amène les transports dans le village. C'est l'État gendarme aussi qui assure la sécurité. Et à partir du moment où, en 1884, toutes les municipalités auront la liberté d'élire leur maire, il y aura une vie sociale qui transformera aussi ces campagnes, une vie sociale et politique. Enfin, cette France des campagnes, on le rappelle, est une France de petits propriétaires, de gens qui sont assez libéraux parce qu'ils tiennent à leur propriété, sont très hostiles souvent aux doctrines socialistes parce qu'elles réclament le partage des biens, et qui vivent quand même un petit peu avec leur temps et qui profitent un minimum de cette prospérité qui est celle du XIXe siècle. Alors quelles sont maintenant les transformations qui bouleversent la société, sachant que le monde rural est quand même une espèce de constante tout au long du XIXe siècle. D'abord, évidemment, les effets de l'industrialisation, on va dire à peu près à partir de 1850. On rappelle que la France s'industrialise avec un certain retard par rapport à ses voisins britanniques ou allemands, mais cette industrialisation, ce développement des transports en France, la France se couvre de réseaux ferrés sous le Deuxième Empire, et l'urbanisation qui va fatalement avec le processus d'industrialisation. Les villes du XIXe siècle sont des villes petites,
par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui en nombre d'habitants, mais ce sont des villes surtout qui s'embellissent et qui se modernisent. La France urbaine, c'est une espèce de gigantesque chantier dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Des transformations socioculturelles qui apparaîtront nettement à la fin du siècle avec l'affirmation de la République dans toute la France et dans les campagnes. C'est la généralisation du suffrage, c'est les grands emblèmes républicains qui apparaissent au fronton des mairies. C'est surtout l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, les lois de Jules Ferry de 1880-1882, qui augmentent le niveau de savoir de ces campagnes. Il n'y a plus d'illettrés en France, ou presque pas, à la fin du XIXe siècle. On aboutit également à un renouvellement des classes sociales avec cet effet de l'industrialisation, du développement économique et de l'urbanisation, avec trois catégories qui s'affirment, qui sont d'ailleurs souvent des catégories urbaines. Le monde ouvrier, qui est pour partie un monde de l'usine, mais aussi encore beaucoup un monde de l'atelier, de la manufacture de type ancien, voire du travail à domicile, et qui commence à poser le problème de la question sociale, puisque ces gens vivent dans des conditions qui sont parfois très difficiles. L'affirmation d'une bourgeoisie entrepreneuriale très importante, qui est le moteur du développement économique de la France, avec d'immenses fortunes qui se constituent, celle des Schneider par exemple au Creusot, ou celle des Pereire, des banquiers qui connaîtront pourtant la faillite, parce qu'à l'époque les grands entrepreneurs prenaient des risques, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Et enfin l'apparition d'une classe moyenne, c'est-à-dire ces gens qu'on a un petit peu de mal à distinguer de la bourgeoisie, mais qui sont les soutiens d'un régime plutôt libéral et qui commencent eux aussi à connaître la prospérité. Alors la France change au niveau social, elle n'est plus aussi rurale qu'elle l'était au début du siècle, de nouvelles catégories sociales s'affirment. Et alors on peut s'interroger, parce que bon, ça c'est quand même la tendance majeure des programmes actuels, quand on s'intéresse aux faits de société, on peut s'interroger sur deux catégories particulières qui peuvent faire l'objet d'études particulières d'ailleurs dans le cours d'histoire de première, c'est-à-dire les femmes et les immigrés. Alors on se pose la question, le 19e siècle est-il le temps des femmes? Eh bien, on va devoir répondre non, parce qu'on ne peut pas considérer que le 19e soit un temps d'émancipation féminine, bien au contraire, c'est un siècle assez oppressif pour les femmes, dont on rappelle qu'elles sont dans un état de minorité politique. Le code civil napoléonien ne leur accorde pas finalement le statut de citoyen qui est réservé aux chefs de famille, et que les femmes servent, comme le disait Karl Marx, d'armée de réserve du capital, puisqu'elles sont moins payées que les hommes dans les usines et qu'elles tirent donc les salaires vers le bas. Alors il y a quelques personnalités féminines très célèbres à l'époque, des femmes Tienne Salon par exemple, sous le Second Empire, mais ce sont des femmes de l'élite qui donnent une image très positive de la femme, mais qui ne concernent pas la masse de la population féminine en France. Il faudra, sans doute hélas, attendre les deux guerres mondiales au XXe siècle pour que les femmes obtiennent véritablement les effets de cette émancipation qu'elles réclament. Quant à l'immigration, on peut en parler puisque c'est déjà une question au XIXe siècle. Effectivement, la France est malthusienne. Qu'est-ce que ça veut dire? La France fait peu d'enfants. Elle est précocement déchristianisée. La fragmentation des petites propriétés fait qu'on hésite à avoir beaucoup d'enfants parce qu'il faut partager ces petites propriétés entre les différents héritiers, c'est la règle en France, et donc on va faire appel à l'immigration dès le XIXe siècle. Alors cette immigration n'est pas l'immigration d'aujourd'hui, ce n'est pas une immigration extra-européenne, on fait venir des gens qui viennent de près, par exemple de Belgique ou d'Italie, mais qui sont considérés par les nationaux avec autant d'étrangeté qu'on considérerait aujourd'hui des gens qui viennent d'Afrique ou d'Asie. Il n'en demeure pas moins que cette immigration est favorisée par les pouvoirs publics à travers notamment l'adoption en 1889 par la République française du droit du sol qui permet à ces immigrés d'acquérir pour leurs enfants la nationalité française assez vite. Donc c'est un monde qui change, c'est un monde qui au terme de
d'une grande complexité politique, de beaucoup de changements de régime et d'une lente évolution, s'apprête à entrer dans le XXe siècle, qui est le monde des guerres, qui est un monde différent de celui du XIXe, mais qui se prépare déjà dans ces années 1800.